Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bienvenue sur Sud Radio. Salut, Le salut. Tour de France est en train d'arriver, donc on va teaser cette émission et puis on est en train de les regarder. Ils sont en train de pédaler sévèrement. Dans un instant, on vous dit tout. Alors, vous souhaitez être notre auditeur fil rouge et partager vos opinions pendant nos vraies voix de l'été, vous contactez au 0826 300 300. Vous saisissez cette chance de vous exprimer librement. Alors, nos sujets de débat d'aujourd'hui, 17h30, alors que le président de la République n'a pas encore approché le nouveau Front populaire pour le poste de Premier ministre et envisage de créer une nouvelle culture politique face à la présence inhabituelle de 3 blocs au Parlement. La CGT cheminot met la pression et appelle à manifester le 18 juillet. La CFDT soutient cette action tout en précisant que son but n'est pas de perturber les Jeux Olympiques. D'ores et déjà, vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au grand débat de 17h30. Hashtag grève, hashtag législative. Est-ce le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre? Vous donnez dès maintenant votre avis sur la question sur le compte X de Sud Radio. Judith? Oui, tout à fait. Alors, et puis notre débat de 18h40, hier, dans une lettre publiée dans la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron a appelé les forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines à bâtir une majorité solide. Le président n'a pas précisé quelle force serait impliquée dans cette majorité, mais il a exclu la participation du RN et d'une partie de LFI pour ce projet. Il a ajouté que les Français ont choisi par les urnes le Front républicain et que les forces politiques doivent concrétiser ce choix par leurs actes. J'en connais certains qui, dès la première partie de la question, diront non, et pourtant la deuxième partie peut vous inciter à dire oui. À 18h40, nous répondrons à la question pour le coup de projecteur, hashtag législative. Pensez-vous, comme Emmanuel Macron, je continue, que personne ne l'a emporté? Eh bien, vous votez évidemment sur notre compte X, et puis comme l'a dit Frédéric, vous nous aurez appelé au 0826 300 300. Puis nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir. Bonsoir. Françoise de Goua est là, notre éditorialiste qui a les yeux comme nous sur le Tour de France. Oh là là, Regarde. je veux juste voir Pogacar. Ça va bien aller pour lui aujourd'hui. J'espère. Il n'y a Tout pas le de reste, je souci. m'en fous. Et Alors, comme de l'an Sébastien 40. Ménard, qui est entrepreneur dans la food tech et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Alors, ce Tour de France, Frédéric. On dit bonsoir à Bonsoir, Sébastien. Non, mais Sébastien. en fait, je me rends compte que Madame Belair me néglige, donc ça démarre Totalement. plutôt pas mal. En même temps, ça n'est qu'à arriver à l'heure avec un sujet, j'ai envie de dire. Excellent. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France. Tu montes en gamme, j'ai l'impression. 12e étape, Aurillac-Villeneuve-sur-Lot, 203 km 500. Il y a eu une très grosse chute à 15 km de l'arrivée. L'un des leaders, Primož Roglič, est distancé. Il est pour l'instant à plus de 1 minute 30. Tout le monde est en peloton. On retrouve sur la route du Tour de France Vincent Barthaud. C'est le sprint. Nous sommes dans les 700 derniers mètres, Vincent. Exactement. Alors le fait, vous l'avez bien dit, le fait de la journée, c'est Roglič qui a perdu beaucoup de temps, pratiquement plus d'1 minute 30 sur les favoris du Tour. Il a été victime d'une grosse chute à 15 km de l'arrivée, alors que là, le sprint est lancé avec Arnaud Démare, le coureur de Arkea, qui est toujours très bien placé. Il est emmené par un de ses équipiers. Est-ce qu'il va apporter une nouvelle victoire à la France? Mais non, c'est Binyam Girmay, le coureur de la One Week Groupe Gobert, qui remporte sa 3e victoire sur le Tour de France. Il confirme son maillot vert et il confirme aussi que c'est un des plus rapides sprinteurs au monde depuis le début de ce Tour de France. Alors on a cru à une victoire française, mais malheureusement, Girmay est venu sauter sur la ligne. Arnaud Démare qui doit finir 3e à mon avis. Oui, alors c'est sa 3e victoire à Binyam Girmay, c'est exceptionnel, belle arrivée au sprint, un Français qui n'était pas loin, c'est nouveau ça, Vincent Barthaud, parce que ce soit Brian Cocard ou Arnaud Démare, jusqu'à présent ils avaient été nettement plus éloignés du podium. Là, alors c'est très serré, on n'a pas encore la confirmation des 3 premiers. Binyam Girmay consolide son maillot vert, c'est pratiquement gagné pour l'arrivée à Nice, on dit pas Paris cette année parce que c'est Nice, c'est pratiquement gagné pour son maillot vert sauf Pépin. Après, est-ce qu'on a la confirmation des 3 premiers? Il y a Wout van Aert aussi qui est pas loin, Jasper Philipsen. Vincent? Oui, je vous entends, oui. Bon, ben vous me répondez pas, c'est ça le problème. J'ai cru qu'on vous parlait. Non, mais effectivement, ça a été un petit peu décousu dans le final parce que comme c'était beaucoup de chaussées au milieu de la route, de virages et autres, il y a eu beaucoup de confusion dans ce sprint. Et effectivement, les équipes de sprinters n'ont pas pu vraiment se mettre en ordre comme il fallait.
ça a été un peu une question de désordre. Et puis Arnaud Démare a eu l'ouverture à un moment ou un autre. Et malheureusement, il était en tête encore à une dizaine de mètres de l'arrivée. Mais il s'est fait sauter par Binyam Guermay juste sur la fin, le maillot vert qui confirme vraiment la forme qu'il a du moment. Et là, on revoit légèrement le sprint et il me semble que Arnaud Démare va finir exactement 3e, c'est ça, 3e à la photo finish. Voilà, et c'est peut-être Wout van Aert qui fait 2e ou Philipsen, on va voir ça. C'est Wout van Aert qui fait 2e, voilà, effectivement. C'est Wout van Aert. Et puis donc, arrivée de Primož Roglič, l'un des grands favoris du Tour de France, 4e du général, avec plus d'1 minute 30. Oui. Il était blessé, victime de la chute. Voilà, c'était le fait marquant. Merci Vincent. Merci Vincent. À demain. À noter qu'il a fait vraiment très chaud. Je suis arrivé sur le Tour de France, plus de 38 degrés ici à l'arrivée à Villeneuve-sur-Lot. Ça a été une journée vraiment très pénible pour le peloton. Merci. Sud Radio fait son tour de France. Avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. Les vraies voix Sud Radio. Eh bien, ce sont les vraies voix Sud Radio et vous pouvez nous appeler, réagir au 0800 26 300 300 et puis évidemment aussi voter sur notre compte X à nos questions du jour. Et puis là, tout de suite, on file au répondeur. Oui, bonjour, Sud Radio, Marc de Paris. Bon, moi je suis pas un grand connaissant en économie, en politique. Simplement, il est clair que le programme des Insoumis et compagnie, c'est une catastrophe économique. Voilà. Après, est-ce qu'on peut augmenter les salaires? J'ai entendu Pierre Gattaz parler sur Radio Notre-Dame il y a 2 jours. Effectivement, on peut, à condition de diminuer les dépenses publiques. Donc là, le grand secret, c'est de diminuer les dépenses publiques. Donc je pense qu'effectivement, Macron serait bien inspiré à nommer un Premier ministre qui soit consensuel, et c'est pour ça qu'il faudrait nommer quelqu'un qui soit intermédiaire, comme mettons, je sais pas, Gérard Larcher par exemple. Voilà, à bientôt, merci Sud Radio, salut. Philippe Bilger, on vous voit faire des grimaces. Gérard Larcher. Voilà, oui, ça n'arrête pas. Hein. Oui, mais il est plein de bon sens, ce monsieur. Président du Sénat. Président du Sénat. Dit que le mais est-ce que c'est possible du nouveau Front populaire est une catastrophe, ça, beaucoup de gens l'admettent. Est-ce qu'on peut augmenter les salaires, du coup, vraiment? Est-ce que c'est possible, plausiblement, si on descend les dépenses publiques? Sûrement, mais bon... Moi, je rigole, parce que Pierre Gattaz, c'est quand même le gars, patron du MEDEF, qui a eu le cadeau royal du CICE par François Hollande, il avait promis 1 million d'emplois à 0 + 0 la tête à Toto. Ça me fait beaucoup rire de voir ces vieux généraux, comment dirais-je, sur le retour, qui viennent vous expliquer que de toute façon on peut rien faire, que la gauche est nulle et que c'est une catastrophe. On va pas se lancer dans des cours d'économie. Vous dites la plupart des gens, il y a beaucoup d'économistes qui disent non, justement, si on augmente le pouvoir d'achat, on relance la consommation, c'est de l'argent direct dans l'économie réelle. C'est Keynes. C'est keynésien complètement. Il y a beaucoup de pays. Mais si, mais il y en a beaucoup, mais vous voulez pas les entendre, donc c'est pas le sujet. Non, mais c'est pas le souci. Moi, ce qui me fait beaucoup marrer, c'est Larcher, quoi. Je sais qu'il a beaucoup de cordes à son arc. Oh, c'est beau. C'est beau. J'allais en faire un sur le tir à l'arc. Mais je voulais juste dire que Gérard Larcher, de la bouche même de ses plus proches, m'a été dit à moi il y a encore 1 heure, jamais il ne sera Premier ministre. Il l'a redit ce matin. Non seulement il l'a redit ce matin, mais ce n'est pas une posture, c'est une vérité. Voilà. Il sera pas Premier ministre et je pense qu'on peut ne pas le regretter qu'il soit pas Premier ministre. Dans le contexte actuel, vaut mieux être la 2e personnalité de l'État et être, je dirais, le président du Sénat que d'accepter d'être Premier ministre. Nous, Françoise et moi, on a décliné, sachez-le. Oui, on a déjà dit non tout de suite. C'est pour ça que vous n'avez pas donné votre sujet avant. C'est-à-dire que vous étiez retenu à Matignon. En fait, c'est pas ça. C'est que j'ai passé mon après-midi à disséquer le programme économique de la NUPES 2.0, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et honnêtement, là où je suis d'accord avec notre auditeur pour être un petit peu plus sérieux, c'est qu'effectivement, on a des économistes, mais qui sont surtout des universitaires, qui commentent l'actualité économique, la macroéconomie. Mais l'économie du réel, quand on est chef d'entreprise, ce qui est modestement mon cas, c'est qu'effectivement, on peut augmenter les salaires. Effectivement, on peut augmenter les salaires. On peut même augmenter tous les salaires. Mais il faut pour ça réussir à faire en sorte que nos entreprises restent compétitives. Et aujourd'hui, ce qui rend les entreprises les entreprises françaises difficilement compétitives, alors il y en a certaines qui évidemment tirent leur épingle du jeu, c'est les charges, c'est le poids des charges. Voilà, c'est que quand aujourd'hui vous voulez payer quelqu'un, donner 1 000 € net à quelqu'un, c'est 2000. Ça vous coûte 2000, ça coûte au moins 2000 €. Minimum 2003. Ça sera l'objet d'un autre débat, ça c'est sûr, mais c'était très intéressant. Merci à notre auditeur. Merci, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. Jean-Noël, c'est vous, tout à fait, c'est pour vous. Jean-Noël. Vous nous appelez de Villeneuve-Loubet. Bonsoir Jean-Noël. C'est beau, Villeneuve-Loubet. Alors vous avez un petit coup de gueule, vous aussi,
Villeneuve-Loubet village ou Marina Baie des Anges? Plutôt Marina Baie des Anges. Ah, super. J'ai habité. Allez, Jean-Noël, on vous écoute. Jean-Noël, soyez joyeux, Oui. allez-y. Ouais. C'est marrant aussi. Oh là là. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Tout à fait. Bon, pour répondre par rapport à la question, par rapport à l'élection qui s'est faite au deuxième tour et cette hypocrisie des LR qui viennent sur les plateaux venir faire des viages effarouchés par rapport à l'élection, ce deuxième tour qui a été effectué. Ils ont été aidés par l'extrême gauche de la France Insoumise à être élus au second tour. On va prendre deux exemples. On va prendre deux pour Monsieur François Hollande, car le candidat LFI s'est désisté, et Madame Elisabeth Borne. Et non, il n'a jamais eu de candidat LFI, François Hollande. Je vous inscris. Non, monsieur. Non, François. Non, il n'a jamais eu de candidat LFI. Jamais eu de candidat LFI, François Hollande. C'est une candidature unique, Front Populaire. Il n'y a jamais eu de candidat LFI. Non, il a été. Non, mais soit. Je peux pas. Excusez-moi, Jean-Noël. Laissez répondre Françoise, s'il vous plaît. Non, mais je ne peux pas vous laisser dire des choses qui sont fausses. François Hollande a eu l'étiquette unique. Il a eu une candidate Rassemblement National contre lui au second tour, plus un candidat classique de la droite classique. LR. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Par contre, on va pas faire un débat tout de suite. Jean-Noël, vous restez avec nous. Vous êtes notre auditeur fil rouge. Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes bien dans les vraies voix de l'été de Sud Radio. On va vous donner la parole. Attendez. Jean-Noël, allez-y, Jean-Noël, allez-y. Répondez. Ce que je veux dire par là, c'est que les candidats, M. Hollande a été investi par le Front Populaire et l'extrême gauche. Il a été élu grâce, je me suis trompé sur une chose, c'était exact, grâce au maintien du candidat LR au second tour. Bien sûr. Et du RN surtout. Et du RN. Et le RN, il est le candidat du RN. Bien sûr. Pareil pour monsieur Darmanin, il a été élu grâce au désistement du candidat LFI. Ouais. Et la troisième, c'est Madame Elisabeth Borne. Vous avez raison dans ce que vous dites. Mais bien sûr que j'ai raison, je sais que j'ai raison. Non, mais je sais pas si vous réalisez ce que ça a coûté aux gens de gauche d'aller voter Elisabeth Borne et Darmanin, mais ils l'ont fait. La pause, les amis. On retrouve Jean-Noël après. Restez avec nous, chers auditeurs. Sud Radio, vous êtes avec nous, on est avec vous, et tout de suite, on écoute le procureur et son réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Cher procureur, pourquoi la France a-t-elle si peur de prendre acte des échecs et de remplacer leurs responsables? Vous faites référence à Deschamps, prolongé de 2 ans sans discussion par un fait du prince, vous dites le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Oui, en fait, j'ai envie d'être contredit à nouveau par vous, mon cher Frédéric. Vous le saurez. Tout de même, je trouve que ce championnat d'Europe est très révélateur d'une certaine manie française. On a une équipe de France qui est battue en demi-finale. Tout le monde admet qu'elle a eu un jeu très médiocre. 2 joueurs seulement s'en sortent, Maignan et Saliba. Et à peine l'équipe de France éliminée, Philippe Diallo, par une décision purement solitaire, sans avoir consulté personne, n'avoir même pas discuté avec Didier Deschamps et bien sûr pas consulté les spécialistes autour de lui, décide que Didier Deschamps est prolongé pour 2 ans. Je trouve ça invraisemblable. Tout de même, voilà un homme qui, ça fait combien, 10-11 ans qu'il est entraîneur. Il serait peut-être temps qu'il laisse à la place maintenant qui c'est à Zidane, pour qu'on ait enfin une équipe de France avec un jeu flamboyant, intéressant, et qu'elle gagne. Le paradoxe, c'est que le jeu était ennuyeux avant, mais elle gagnait. Aujourd'hui, le jeu est seulement ennuyeux. Ça pose un problème. Oui, je suis assez d'accord. En même temps, alors moi je suis partagé. J'entends ce que vous dites, Philippe. Moi je suis partagé parce que je pense que la punition tout de suite sur l'entraîneur Didier Deschamps, il fait quand même gagner la Coupe du Monde 2018 à ses joueurs. C'est pas rien d'être finaliste en 2022 de la Coupe du Monde. Bien sûr, on perd la finale, évidemment, parce que l'Argentine est au-dessus de tous, parce que j'adore l'Argentine. Mais je veux dire par là que non mais la France en finale de Coupe du Monde, c'est pas rien. La France, elle est en finale de Coupe du Monde, ça n'est pas rien. Là, on a joué comme des pelles à tarte, comme on joue
joue, et là vous avez raison, depuis tant et tant d'années, on arrive en demi. Alors est-ce qu'il faut tout de suite couper la tête à Deschamps? Moi je suis pas certaine, mais là où je vous l'accorde, je pense qu'elle a besoin de changer cette équipe de France. C'est vrai que Griezmann a payé très cher le fait d'avoir dit on s'ennuie, c'est ennuyeux notre jeu, je pense qu'il a payé cash avec Didier Deschamps. Il faut vraiment renouveler l'entraîneur. Mais je suis pas heurté qu'on lui coupe pas la tête tout de suite. Et la méthode est discutable tout de même. Voilà un homme, Philippe Diallo, qui ne connaît pas. J'ai écouté hier une radio spécialisée dans le foot qui disait qu'il ne connaît à peu près rien au foot. Non mais Philippe, je pense qu'il fait de la politique parce que c'est pour couper tout de suite les demandes de démission de Deschamps. Oui, mais tout de même solitaire comme ça. Bon, il est quand même président de la Fédération française de football. Ils sont gentils de dire qu'ils ne connaissent rien, mais en football, moi j'ai été commentateur de foot à la télé, tout le monde vous dit qu'il connaît tout et que vous ne connaissez rien. Donc c'est tout le monde. Mais il n'aurait jamais dû décider seul comme ça, si rapidement, dès le lendemain, en prolongeant Didier Deschamps. Sébastien Ménard, est-ce que c'est un problème de flamboyance, comme dit Philippe Bilger? Flamboyant, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, honnêtement, le maintien ou pas à ce stade de Didier Deschamps à la tête de la sélection nationale de football, en fait, tout le monde s'en fout. Pardonnez-moi. On aurait pu attendre. Non, mais moi je pense que tout le monde s'en fout en fait. Non. Parlez pour vous. Non, mais attendez, vous n'avez pas. Dans le domaine du foot. Vous n'avez pas. Ça adresse évidemment la communauté football. Enfin, moi j'ai regardé le match avec vous. Oui, on était tous ensemble. Voilà. On aime tous le football, on a tous évidemment regardé ce match, on a tous espéré, on était tous agacés et déçus. Mais de là à moi je trouve que la décision du président de la fédération est hâtive, voilà. Le maintien ou le non-maintien. Et honnêtement, je pense que on a suffisamment d'actualités sportives à venir dans d'autres sports, avec les Jeux Olympiques. Cyclisme, voilà. JO, il y a le Tour de France, il y a les JO, etc. Honnêtement, ça pouvait un peu attendre. Alors c'est vrai que la décision, elle est jupitérienne, voilà, elle est verticale. Est-ce qu'elle est justifiée dans un sens ou dans un autre? Je ne sais pas. Je pense honnêtement qu'on aurait pu attendre. Et encore une fois, je persiste, je signe, et ça n'engage que moi. Je pense que tout le monde s'en foutait, on pouvait attendre. Je crois pas que tout le monde s'en foutait, parce que je pense que la légende qui aime le football, et il y en a quelques millions en France, en ont ras-le-bol de Deschamps, de ce jeu complètement aseptisé, et voudrait voir Zidane. Il veut tout le monde, tout le monde fait comme si c'était pas... Vous parlez avec n'importe quelle personne, etc. Zidane, il est iconique, et les gens se disent c'est peut-être le moment, donc je pense que tout le monde s'en fout pas. Allez, les 3 mots dans l'actu, c'est tout de suite. Il attend que ça. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu: censure, conférence et cathédrale. Le président du Sénat, Gérard Larcher, réclamerait la censure du gouvernement si Emmanuel Macron nommait un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Aux États-Unis, Joe Biden va tenir une conférence de presse à fort enjeu pour prouver qu'il a toute sa tête après son débat raté. Les appels à se retirer de la course se multiplient, y compris dans son camp démocrate. Et puis la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Rouen en flammes en milieu de journée. Décidément, l'incendie parti des plastiques du chantier a heureusement pu être maîtrisé avec des dégâts relativement limités. Les vraies voix Sud Radio. Des majorités de travail se cherchent toujours de la gauche au centre-droite. Les négociations vont bon train pour trouver un gouvernement. Les responsables du nouveau Front populaire arrivés en tête promettent de proposer d'ici la fin de la semaine un candidat à Matignon. Pour autant, la Macronie n'a pas dit son dernier mot. Elle travaille au scénario d'une majorité centrale élargie, par exemple aux modérés des deux bords. En tout cas, côté LR, le président du Sénat, Gérard Larcher, refuse radicalement l'idée d'un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Si le président de la République fait ce choix, je suis clair, je combattrai ce choix. Et je demanderai à ce que le gouvernement soit censuré. Oui, je m'opposerai et j'appellerai mes amis à censurer ce gouvernement, car ça ne correspond pas à la volonté profonde des Français. Mais ils sont arrivés en tête. Ils sont arrivés dans la conjonction, on le sait, on va pas se raconter l'histoire, de faire barrage au Rassemblement national, et j'y ai contribué. J'ai même dit le lendemain que nous avions fait échec au Rassemblement national et que c'était heureux. Gérard Larcher, président du Sénat, chez nos confrères de BFM TV ce matin. Il en appelle à enjamber les JO de l'été pour bâtir le futur gouvernement. Je voudrais juste dire qu'il n'a combattu rien du tout. Gérard Larcher fait partie de tous les dirigeants de droite qui ont dit on ne choisit pas entre LFI et le RN. Il fait partie de tous ces dirigeants. Donc il peut avoir dit le lendemain j'en suis heureux. C'est absolument faux. Il fait partie, Bruno Le Maire, il fait partie de tous ces dirigeants de droite qui ont fait nini.
Et puis la volonté profonde des Français, il l'a altérée en faisant des alliances, des désistements contre nature. Mais lui, il peut bien faire une motion de censure. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il est quand même président du Sénat. Oui, mais c'est pas grave. C'est 62 républicains. L'expérience du nouveau Front populaire, c'est bien. Allez, les vraies voix, on est serré en temps. On passera au champ serré. On est serré en temps. Deuxième mot? Oui, deuxième mot, cette conférence de presse a fort enjeu pour Joe Biden. Une conférence de presse de grand garçon, selon les mots de la Maison-Blanche. Autrement dit, le président des États-Unis doit soutenir une conversation à bâton rompu avec tous les journalistes, lui qui n'a jamais été fan de cet exercice. Objectif, prouver qu'il est en pleine possession de ses moyens et donc faire oublier ce débat raté face à Donald Trump il y a 2 semaines. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Je ne comprends pas ce qu'il dit et je crois que lui non plus avait cinglé le républicain alors que Joe Biden défendait sa politique migratoire. Débat si raté que le locataire démocrate de la Maison-Blanche avait dû s'en justifier. No indication of any serious condition. I was exhausted. Expliquant avoir été épuisé lors de ce débat, notamment du fait du décalage horaire. Alors depuis ce fameux débat, les appels à se retirer pour un autre candidat démocrate plus jeune se multiplient, même chez ses soutiens. J'aime Joe Biden, mais il nous faut trouver un nouveau candidat, écrit notamment George Clooney dans le New York Times. Voilà. En tout cas, Joe Biden va tenter de faire mentir George Clooney à partir de 17h30. C'est vous qui avez osé ça, Félix? Évidemment. J'en ai bien peur. 23h30 heure française pour cette conférence de presse de Joe Biden. Cathédrale avec cet incendie impressionnant à Rouen en milieu de journée. Et des images qui en rappellent d'autres forcément. Qu'elle aussi s'appelle Notre-Dame d'ailleurs, la flèche en travaux de la cathédrale de Rouen. Notre-Dame de Rouen donc s'est enflammée. Les flammes semblaient être partie des plastiques du chantier. Incendie désormais maîtrisé par les pompiers. Les dégâts sont heureusement limités. Seuls les planchers ont vraiment été menacés à un moment donné. Le ministère de la Culture exclut tout risque d'effondrement de la flèche de l'édifice. Merci Félix. Alors que le président de la République n'a pas encore approché le nouveau Front populaire pour le poste du Premier ministre, la CGT cheminot appelle à manifester le 18 juillet pour lui mettre la pression. La CFDT soutient cette action tout en précisant que son but n'est pas de perturber les JO. C'est la question de votre débat. #grève législative. Est-ce le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre? Vous intervenez sur le compte X de Sud Radio et puis vous prenez la parole. 0826 300 300. Aude vous y attend. Notre invité, un habitué des vraies voix, Joseph Touvenel, référence dans le domaine du syndicat. Joseph, c'est le rôle des syndicats en un mot pour ce qu'on appelle teaser. Si la question c'est influencer chaque citoyen, chaque groupe de citoyens organisés, donc les syndicats, ont un rôle dans la société, donc il est normal qu'ils cherchent à influencer. Tout dépend où est la limite. Si c'est pour basculer dans confondre syndicalisme et politique, je pense que c'est une erreur et que c'est même une faute. Donc influencer, c'est une chose. Faire de la politique à la place du syndicalisme en est une autre. On se retrouve dans un instant. Et c'est comme nos auditeurs qui disent non à 91%, c'est assez clair. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vous êtes prêts pour une aventure inoubliable en famille à PortAventura World avec Sud Radio? Plongez dans un monde d'expériences uniques. Judith Belair. Et le grand débat du jour, c'est maintenant. On vous rappelle les 3 vraies voix avec qui vous avez le plaisir d'être aujourd'hui. Nous sommes avec Philippe Bilger. Et avec notre Françoise Degois. C'est moi. Ainsi que Sébastien Ménard. J'ai mis du bleu pour faire semblant que je fais une coalition avec les bleus. Mais en fait, en vrai, plutôt rouge. Je fais une coalition avec les sous-vêtements rouges de Françoise Degois. Parce que à ce moment-là, Françoise montre ses ongles. Voilà. Rouge. Moi, je voudrais voir la couleur du soutien-gorge surtout. Vous auriez pu faire l'effort jusqu'au bout, François. Excusez-moi, c'est la dernière. Alors, les syndicats mettraient-ils un coup de pression à Emmanuel Macron, alors que le président de la République n'a toujours pas appelé le nouveau Front populaire pour le poste de Premier ministre et veut, je cite, inventer une nouvelle culture politique face à la coexistence inédite de 3 blocs dans l'hémicycle. La CGT cheminot exige quant à elle la mise en place d'un gouvernement issu de la gauche et appelle à manifester le 18 juillet. Ce que la CFDT valide en précisant toutefois que son enjeu n'est pas de bloquer les JO.
Parlons vrai sur Sud Radio. Souvent, l'exemple de l'Allemagne est vanté. Les syndicats n'y sont pas politisés et seuls les intérêts des salariés importent. Une nouvelle fois, les syndicats français politisent leur action et remettent un coup de pression sur les Jeux Olympiques via l'arme fatale, la grève. Notre question, vous y répondez, est-ce le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre ? Eh bien, vous nous répondez non sur X à 91%. Vous n'hésitez pas, évidemment, à voter, à nous appeler pour réagir au 0826 300 300. Le grand débat du jour, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon et tout le monde en profite. Là, tout le monde est tétanisé. L'impression, c'est ça, c'est que le gouvernement est prêt à lâcher sur énormément de choses. On peut faire des grèves perlées pendant des mois, ce qui a été le cas pendant la grève des retraités, ça ne suffit plus. Et donc les gens établissent des rapports de force. Tant qu'on ne fera pas évoluer le service minimum, nous serons en quelque sorte sous la menace avant les Jeux Olympiques de risque de grève. Donc c'est facile, on prend les Jeux en otage et on impose ses revendications. Remettons les choses dans le contexte. Est-ce cela ou pas ? Eh bien, imposer les Jeux, prendre les Jeux en otage ou pas, est-ce le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre ? C'est la question qu'on vous pose sur X. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On est avec Joseph Touvenel. Joseph Touvenel, vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social et ancien dirigeant de la CFTC. Bonsoir. Alors, Joseph. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe des Vraies Voix. Bon, vous savez justement comment ça fonctionne. On commence par Philippe Bilger. On a une petite idée de la réponse, non, Philippe ? Oui, mais déjà, je suis heureux de savoir que Joseph est invité. C'est l'un des rares syndicalistes que je supporte. Ah bah, voilà, ça commence. les bons syndicalistes pour commencer. Ça commence dans la demi-mesure. Plus sérieusement, je ne pense pas que la CGT cheminot soit dans son rôle lorsqu'elle propose d'influencer très directement le choix d'un Premier ministre. J'entends bien qu'elle a le droit de souhaiter un Premier ministre de gauche, mais lorsqu'elle le fait de cette manière ostentatoire, elle sort de sa finalité syndicale et à mon avis, c'est un tout petit peu la tradition de la CGT. J'ajoute que il me semble que mon point de vue est d'autant plus admissible que la manière dont la CFDT parle de son souhait de voir des transformations s'opérer, elle le fait très normalement dans le strict respect de ce qu'impose le syndicalisme, mais sans s'immiscer dans la politique partisane. Ouais. Joseph Touvenel, finalement, il y a un problème de frontière entre le syndicalisme, là en l'occurrence, et la politique partisane, c'est ça qu'on entend. D'abord, il y a plusieurs choses. S'il s'agit d'influencer, c'est le rôle de tous les syndicats, de tous les corps constitués. Les syndicats patronaux, les syndicats agriculteurs, les syndicats de salariés vont tenter de représenter les salariés et donc d'influencer le politique. Et donc faire connaître ses choix, ça paraît tout à fait normal. Ce n'est pas la même chose quand on entend « j'exige » que ça soit tel courant politique. C'est le droit de la CGT et de la CFDT. Je rappelle que les deux avaient donné des consignes de vote. C'est leur droit. À mon sens, c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire que c'est mélanger le syndicalisme et la politique et les partis politiques, ce qui fait que quand je soutiens un parti, quand il est dans l'opposition, je le soutiens, mais quand il est au pouvoir, alors là, mes revendications font un grand pas en arrière. On l'a vu en mai 81, entre des syndicats qui étaient très, très acharnés à la lutte et qui, tout d'un coup, quand la gauche passe au pouvoir, regardent à droite et justement à gauche. C'est pas bon. Et on l'a vu aussi dans les pays de l'Est, ce mélange entre syndicalisme politique n'est pas bon. Cela dit, encore une fois... Solidarność, pardon, oui, en Pologne. Ça a donné la libération de la Pologne. Lech Wałęsa contre... Absolument. Ouais. Oui, voilà. Et il s'agissait pas de syndicalisme et de politique, il s'agissait de citoyenneté et de dictature. Faut pas tout mélanger quand même. De jouer sur les mots. Solidarność, c'est un syndicat. Non, je ne joue pas sur l'eau. On n'est pas en Pologne, Françoise. Solidarność, il se trouve que je les connais très bien et que je connais Solidarność depuis qu'ils existent. Il se trouve que je suis un de ceux qui allait en l'illégalité ravitailler Solidarność. Alors je connais le sujet. D'accord, c'est bien un syndicat, donc c'est pas la peine. Eh bien,
C'était un syndicat qui réunissait l'ensemble du pays parce que les partis politiques étaient interdits et c'était la seule façon de faire une vie citoyenne. Je n'ai pas cru remarquer qu'en France, nous étions dans une dictature. Plus rien, s'il vous plaît. Lège Valéza, au départ, est un syndicaliste. D'abord, Françoise, un petit peu de discipline. Alors, bon, on revient voir Joseph, mais c'était à votre tour, Françoise. Allez-y. Emboîtez le pas. Peut-être on sort de la Pologne parce que bon, c'est effectivement, on l'a connu, tout ça. C'est un grand moment. Voilà. On va dire que c'est un grand moment les chantiers navals, etc. Bon, c'est un grand moment. On a quand même, Françoise de Gaulle, l'impression que la CGT emboîte le pas d'Adrien Quatennens. On marche sur Matignon. Attendez, si je peux juste citer Sophie Binet, elle a plaidé pour mettre l'Assemblée nationale sous surveillance et appeler au respect du vote populaire quand même. Alors, moi, d'abord, dans n'importe quelle démocratie normale, moi je veux bien qu'on répète comme des perroquets le psittacisme, personne n'a gagné. Il y a quand même une photo d'arrivée. Vous savez, quand vous jouez au tiercé le dimanche, vous avez un premier, un deux, un trois. Dans n'importe quelle démocratie normale, démocratie que je connais bien, dans laquelle je vis, l'Italie par exemple, eh bien, le président, en l'occurrence Mattarella, aurait appelé la première formation arrivée en tête, même si c'est une majorité relative. Personne ne s'est senti obligé de faire ça dans ce pays. Mais revenons sur les syndicats, parce que là, c'est l'autre débat, Françoise. Donc j'explique que dans un moment pareil, on sait tous que le gouvernement tombe le 17 juillet au soir, on le sait parce que le directeur de cabinet Matignon a prévenu tous les ministères. Le 17 juillet au soir, le gouvernement tombera. C'est une information que vous nous donnez là ? Mais c'est une information depuis ce matin, pour les gens bien informés, c'est Politico qui le donne. Voilà. C'est pour permettre aux ministres qui ont été réélus députés de voter contre. Donc ça veut dire le 18 parce que le 18 juillet, c'est l'Assemblée qui se dessine. Donc ça veut dire qu'il est tout à fait normal. On peut essayer de compter avec le boulier et de se dire combien on va pouvoir mettre dans la motion de censure. Pour le moment, vous n'avez pas les comptes, mon cher ami, et nous ne les avons pas. Donc, mais tout le monde y travaille. Ce que je veux dire par là, c'est que les syndicats mettent la pression, honnêtement, franchement, ça ne me choque absolument pas. Le comparer à Adrien Quatennens, qui lui-même, je le précise, s'est fait reprendre de voler par la direction de LFI. Oui. Je vous rappelle quand même que Adrien Quatennens a été démenti immédiatement par la direction de LFI, direction politique. C'est pour ça que j'ai dit Adrien Quatennens, c'est pas LFI. Absolument pas. Ça n'a rien à voir de mettre les cheminots, mettre la pression sur un président, en fait, qui fait l'autruche, qui essaie de gagner du temps avec son boulier. On va vous répondre. Mais vous pouvez répondre ce que vous voulez. Je connais autant les négociations que vous, donc c'est pas le sujet. Je vous dis juste que ce n'est pas si grave que ça. Je pense que c'est un coup de pchit. Et vous nous annoncez donc ce soir sur Sud Radio que nous connaîtrons le gouvernement le 17. Non, le Premier ministre. Non, pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Alors c'est pour ça que je n'ai pas compris. Mais non, je vous explique. Le 17 juillet, soyons clairs. Emmanuel Moulin, qui est le tout-puissant directeur de cabinet de Gabriel Attal. Vous savez, dans la Constitution et dans la République, le directeur de cabinet de Matignon, c'est la chose la plus importante, c'est lui qui vise absolument tout, plus encore que comme le secrétaire général de l'Élysée. Ok ? Hier soir, il a envoyé un mail à l'ensemble des ministres de ses confrères directeurs de cabinet en disant... Normalement, le 17 juillet au soir, le gouvernement tombe de façon à ce que les ministres qui doivent choisir, les ministres qui ont été élus, il y en a 17 dans le gouvernement, ne sont plus ministres et peuvent siéger, à commencer par le premier ministre d'entre eux, Gabriel Attal, à l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire qu'il y a un gouvernement, mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron est obligé d'appeler quelqu'un, ou il est obligé de dire, c'est lui-même d'ailleurs, je vais assez vite, mais si cette décision a été prise, c'est en accord avec Emmanuel Macron. On a une deadline, c'est le 17. Alors, est-ce qu'il est obligé de quelque chose déjà, Emmanuel Macron peut se poser la question, Sébastien Ménard. Et on revient sur les syndicats, bien sûr. Politiser les syndicats ou pas. Merci Françoise d'avoir préciser ce que j'avais avancé, c'est qu'effectivement il y a besoin de faire voter les ministres qui ont été et candidats. D'accord. Non mais ça on a compris et merci à vous de nous avoir informés. Donc le ministre, les ministres, on revient à la question du débat. Mon cher Frédéric, ma chère Judith, vous allez avoir effectivement une démission technique vraisemblablement, mais je rappelle que dans ce gouvernement on n'a pas un Premier ministre et 17 ministres. Vous avez une quarantaine de ministres et de ministres délégués. Voilà, donc il y a une démission technique pour permettre de libérer techniquement
Oui, légalement 18 ministres, mais il peut renommer, il peut renommer sur les syndicats. Notre question, la question en fait, je refais. Non, mais attendez, excusez-moi, on est sur Twitter. La question qu'on pose sur Twitter à nos auditeurs, c'est est-ce que le rôle des syndicats est d'influencer la nomination du Premier ministre? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? La réponse est oui. La réponse est oui, et c'est un macronien de la première heure qui vous le dit. C'est de la même manière que l'ensemble des entrepreneurs, des patrons français sont vent debout majoritairement, alors peut-être pas à 100%, mais à plus de 90% sont vent debout contre le programme de la NUPES 2.0, l'Union pour un Front Populaire, qui est un programme économique qui nous mène à la banqueroute. En tout cas, moi je le dis en tant qu'entrepreneur, et c'est normal que nous, quelque part, on fasse pression. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait pression sur tous les groupes politiques. On fait pression sur la Macronie, on fait pression sur le Front Populaire, on fait pression sur les LR, on fait pression sur le RN. Et ce qui est certain, c'est que ce que font les syndicats, le niveau de pression n'est pas tout à fait le même. Nous, on le fait gentiment sur les réseaux sociaux, on le fait sur les plateaux des radios, sur des chaînes info, on le fait à travers des rencontres informelles. Nous, on ne peut pas prendre en otage le pays. Voilà, c'est juste la petite différence. Alors, une petite réponse rapide de Philippe Bilger, et puis on va aller rejoindre notre auditeur. C'est pas la même chose d'influencer ou de placer sous surveillance l'Assemblée nationale. La question, c'est influencer. J'ai répondu. Et deuxième élément, je ne comparerai pas les associations, les syndicats différents des syndicats professionnels qui ont une obligation, me semble-t-il, de servir uniquement les intérêts syndicaux, parce que l'argument de Joseph Touvenel est assez valable. Dans la mesure où il s'engage de manière partisane, il risque de ne plus défendre des intérêts le lendemain si le pouvoir politique qu'il soutiennent n'est plus en place. Allez, 0826 300 300, on est avec notre auditeur Jean-Noël. Jean-Noël, vous avez envie de réagir à ce débat? On vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre? Les syndicats, il faut qu'ils restent à leur place, le syndicat, de défendre un petit peu les salariés dans toutes les corporations qui puissent exister. À partir du moment où les syndicats sont subventionnés par l'État, comme la CGT qui reçoit un peu plus de 20 millions d'euros par an, entre autres, que ce soit la CGT, il faut aussi ils en reçoivent, la CFE, la CFDT aussi, ils sont déjà payés par nos impôts, et en plus ils veulent faire passer des idées politiques qui sont politisées à non pas à 50%, mais personnellement ils sont politisés à plus de 100%, et surtout dans un certain camp, afin de pouvoir influencer sur notre économie, le mode social que nous avons. Et grâce à nos syndicats que nous avons depuis des décennies, ce sont des syndicats politisés qui mettent nos sociétés, je suis chef d'entreprise moi aussi, et qui mettent nos entreprises un petit peu en péril par rapport à d'autres pays européens où il faudrait des syndicats qui ne soient pas politisés, qui défendent simplement l'intérêt des sociétés. Oui, et nous, comme l'Allemagne, ce qu'on disait en Allemagne. Comme l'Allemagne, tout à fait. Et nous, on a le mélange des genres. Nous, on a la CGT, c'est notre cancer. C'est le cancer de la France. Il a raison. Mais oui, c'est le cancer de la France, il faut dire les choses. Mais oui, madame. Mais non, mais François. Mais moi, j'ai le droit de ne pas laisser dire des mots comme ça. Et vous avez laissé le terminer quand même, François. Oui, Françoise. C'est le cancer de la France. Je suis désolé. À cause de ça, mais oui, je suis désolé. Il faut que les syndicats soient pas politisés. Et à partir de là, ça ira beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous pensez que IG Metall en Allemagne n'est pas politisé? Mais franchement, vous prenez les gens pour des andouilles. Joseph Touvenel, pour conclure, Joseph. Trois choses. La première, Françoise m'a fait réfléchir. Et effectivement, si je disais aujourd'hui, les syndicats doivent prendre les armes pour défendre le pays, qu'est-ce qu'on dit? Ça serait aberrant. Oui, parce que la situation de Solidarność, la CFTC a pris les armes pour défendre le pays en 1940. Mais c'est pas la situation d'aujourd'hui. Alors l'exemple de Solidarność ne vaut pas du tout. C'est exactement comme si on disait la CFTC s'est battue dans les maquis en 40. Bon, oui, Françoise, mais c'est pas le débat des syndicalismes aujourd'hui. Deuxième point. Ouais. Syndicalisme et politique, je pense que c'est une erreur grave de les mêler. J'ai dit pourquoi, et ça explique sans doute le fait qu'il y ait si peu de syndiqués en France. Quand on pose la question aux gens, ils disent oui, mais moi c'est de la politique, ça m'intéresse pas. L'auditeur avait en partie raison. Que les syndicats fassent leur travail, qu'ils influent sur le politique, qu'ils l'influencent, c'est leur devoir. Et la comparaison avec l'Allemagne est très intéressante parce que culturellement,
les politiques réagissent différemment aussi. Il y a quelques années, je déjeunais avec le président du DGB, gros syndicat allemand. Et on conclura là-dessus, Joseph. Et on conclura là-dessus. Merkel refaisait son gouvernement. Et pendant qu'on déjeunait, Merkel l'appelle en direct. Et il me dit, excuse-moi. Il prend Merkel, il revient, il me dit, voilà. Elle finalise son gouvernement. Elle m'a proposé 4 noms de futurs ministres du Travail en me demandant mon avis. Ceux que je barrais et ceux que j'acceptais. François Hollande a fait pareil culturellement, avec Berger pour le ministère du Travail. Joseph, je suis désolé, culturellement, vous êtes dans le bureau, donc je peux vous dire. Si François, si je peux terminer, ça serait bien. Allez, on termine là-dessus. Si je peux terminer, ça veut dire que. Je suis désolé, les amis. Voilà. Joseph, terminé. Ça veut dire que culturellement, ils sont dans une approche de réflexion commune à un moment donné et pas d'opposition systématique. Et on crève en France du syndicalisme de lutte des classes. Allez, merci beaucoup. On vous rappelle votre vote sur X et la question qu'on vous posait aujourd'hui, est-ce le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre? Vous dites non, vous, les auditeurs de Sud Radio, à 91%. Puis vous restez avec nous parce qu'on va se détendre un petit peu là. On a besoin d'une petite bulle de détente et d'air et de musique. Le quiz de l'été arrive, restez là tout de suite. 126 300 300, vous nous appelez, vous réagissez évidemment toujours et puis vous participez avec nous à nos jeux. On est avec Jean-Noël. Hein. Oui, Jean-Noël, hein, vous allez choisir votre partenaire. Alors, tout le monde, je vais vous dire, ici, les gens n'attendent qu'une seule chose, c'est que vous choisissiez entre Sébastien Ménard, Philippe Bilger et éventuellement Françoise de Gaulle. Ça serait un duo magnifique. Si, on se marrait, remarque. On se marrait. Vous avez le droit de pas être d'accord. Et je vous donne juste le thème du quiz parce qu'il y a un thème qui est lié à l'actualité. Le président Macron a envoyé une lettre. C'est le thème de la lettre. Non, ça va être facile, ça. Alors, Jean-Noël, avec qui? Vous savez, comme je pense qu'on a beaucoup de relations, de beaucoup de points communs avec Françoise, on va prendre Françoise. Jean-Noël, je suis sûr qu'on va les cramer, on va les plier. On est parti. Ouais, je pense pas, François. Si, je le gagne tout le temps, ce quiz. Allez, on y va. Allez, extrait numéro 1. Donc vous cherchez l'interprète. Liberté. Cabrel. Oui. C'est moi qui l'ai dit en premier. Non, c'est moi qui l'ai dit en premier. Non, mais écoutez. Non, c'est pas Philippe Bilger, arrête. Si. Écoutez, le point va à Jean-Noël et Françoise. Bah, bien sûr, c'est moi qui l'ai dit en premier. Je vais pas d'accord. Hein. Mais arrête, vous n'êtes pas d'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la vérité. Donc, François. Allez, on y va. Allez, extrait numéro 2. Je l'adore. Alors, c'est pas Liane Folly, ça? Oui, Liane Folly. Joli. Sébastien Ménard, Liane Folly. 1-1. Je vous rappelle que les vainqueurs sont ceux qui arrivent. Je peux mettre le son. Hein. Non, ça va aller, Jean-Noël, vous inquiétez pas. Vous entendez bien, Jean-Noël? Vous entendez bien? Oui, j'entends très bien. Bon, d'accord. Mais musicalement, je suis pas très bon. Ah, mais si, vous avez répondu au début. Allez, extrait numéro 3. Michel Jonas. Bravo. Bravo. Pas évident. Je lui écrivais des lettres dispares. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Donc ça fait 2 pour Jean-Noël, on est en train de les serrer là. Vas-y, mon gars. Françoise. C'est pas gagné là. Si, laisse tomber la neige, on va gagner. Numéro. Regarde, on fait la coalition rien qu'à nous deux. La gauche et la droite normale, c'est parfait. Allez, extrait numéro 4. La droite fort. Françoise Hardy. Bravo. Françoise Hardy. Elle l'a dit très bien. Message personnel. C'est bien. J'aurais dû le dire. Alors, on en est à 3-1. Attention, Philippe Bilger et Sébastien Ménard, c'est une balle de match. Et moi, je suis un homme qui Renan Luce, Philippe Bilger. Pas mal, moi ce que j'aime pas en fait. Très bien. Renan Luce. 3-2. 3-2. Puisque j'avais dit moi je suis avec Philippe Bilger, ça fait 3-2. On est ensemble avec Philippe. Chut. Ne refaites pas l'histoire. L'équipe de Jean-Noël, l'équipe de Jean-Noël et de Françoise mène 3-2. Et nous sommes donc à 1 point de la victoire pour cette équipe. Et ça sera donc le dernier extrait. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait 2. C'est Gainsbourg. Oui, Gainsbourg. Égalité. Égalité. Elle est magnifique. C'était l'avant-dernier extrait. Je ne connaissais pas. C'est pas celle que je préfère. Bravo, Philippe. On y va. Alors attention, tout se joue là-dessus. Balle de match. On entend rien du tout. On entend rien là.
On n'a pas l'autre extrait. 3 partout alors. Alors non, mais attendez, je vais vous la faire puisqu'il y a un problème technique. Il va chanter. Je vais vous la faire. Oh non, vous me dites qui est là. Bah quoi, je suis désolé, il y a un jeu à gagner, Françoise. Bah ouais, c'est vrai. Attention. Qui chante Monsieur le Président? Gérard Lenormand. Gérard Normand. Je vous fais une. C'est nous, c'est moi. Vous avez perdu, Françoise, on l'a dit. C'est moi qui ai dit Maurice en premier. Alors, regardez, Françoise de Gois a été un petit peu plus rapide et je me demande encore pourquoi vous avez dit non quand j'ai dit je vais la chanter parce qu'il y avait un problème technique. Vous voyez, vous avez gagné. On a gagné. Rien du tout. Merci. Regardez la droite et la Macronie. Vous avez le seum depuis dimanche. Ce soir. Bravo Jean-Noël. Bravo Bravo bon l'équipe. Choix, vous gagnez 4 à 3. Bravo, il a rien gagné. Voilà. Vous restez avec nous, Jean-Noël, hein? Oui. Alors, dans 10 minutes, ça va être le tour de table de l'actu. Philippe Bilger, de quoi allez-vous nous parler? Macron, en effet, était un mauvais joueur. Eh ben voilà, c'est assez clair. Vous restez avec nous, hein, c'est le tour de table de l'actu, des vraies voix, vous l'aurez bien compris, et c'est tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et vous êtes bien sur Sud Radio, c'est les vraies voix de l'été. On vous accompagne avec Frédéric Brindel. Oui, et nos 3 vraies voix. Philippe Bilger, ici présent. Sébastien Ménard. Ensemble, c'est bien, ça c'est fait bien. magnifique. Et puis, on a perdu Françoise, non? Oui, en fait, on a perdu Françoise. Elle est en train. Non, on l'a baillonné. Elle va revenir. Ah d'accord. En fait, elle vient d'arroser sa victoire avec notre auditeur Jean-Noël. C'est pour ça. Voilà. Alors, vous avez la parole tout de suite, dans un instant. Oui. On attend aussi. Voilà. Félix Mathieu, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Je sais pas. Là, il faut croire qu'aujourd'hui, il fait un peu chaud dans le studio, j'ai l'impression. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Alors, je sais que Félix, il veut nous parler de la conférence de grands garçons de Joe Biden. Ah, voilà, François. Oui, ça va être passionnant. Ça va être passionnant. Et je peux même vous dire qu'il aura Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université de Paris à Assas, auteur d'une biographie. Donc ça va être vraiment passionnant. On attend avec impatience tout ça. On attend Félix avec impatience parce que juste après, en plus, on a un débat et puis on a le tour de table de l'actu des vraies voix. Donc Félix, on vous attend. Le voilà, Félix. C'est magnifique. Félix, il y a aujourd'hui, il y a un orage, il y a 20 ans d'antenne et un premier retard. C'est si beau. Voilà. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Allez-y, prenez vos petites feuilles, cher Félix. C'est parti, on vous a annoncé une conférence de presse. Attendu au tournant ce soir pour une conférence de presse aux allures de crash test. Oui, le président des États-Unis doit faire oublier son débat raté face à Donald Trump il y a 2 semaines. Le démocrate de 81 ans avait hésité, bafouillé, suite à quoi beaucoup, même dans son propre camp, l'appellent à se retirer de la course, à laisser quelqu'un d'autre se présenter à sa place pour le Parti démocrate. Alors la Maison-Blanche promet une conférence de presse de grands garçons. Je cite la Maison-Blanche, autrement dit, un vrai échange à bâton rompu et non pas seulement un petit question-réponse bordé en amont comme ce se fait parfois à la Maison-Blanche pour les points presse. Ça sera donc cette grande conférence de presse à 17h30 heure de Washington, 23h30 heure de l'Hexagone. Bonsoir Jean-Éric Brana. Bonsoir. Bonsoir Jean-Éric. Jean-Éric Brana, est-il là ? Est-il avec nous, Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université de Paris 2 Assas, auteur d'une biographie de Joe Biden. Est un des plus grands spécialistes des États-Unis. Il les connaît. Parce que c'est vrai qu'on se pose vraiment la question de savoir si Joe Biden a toute sa tête. Ça a été très difficile pour Joe Biden, véritablement ce qu'a fait George Clooney, véritablement aujourd'hui dans la presse américaine, parce que George Clooney, c'est une condamnation. Il est iconique, c'est un des soutiens éternels du Parti démocrate, et dire je t'aime Joe mais tu dois te retirer, c'est quelque chose quand même, c'est un effondrement. D'ailleurs j'ai noté, je ne sais pas si vous l'avez vu, que il y a eu, ça fait breaking news quand même aux États-Unis. Alors les États-Unis ont l'art du breaking news, mais quand vous avez CNN, Fox News, ABC qui font un breaking news sur la lettre et les mots de George Clooney, ça veut dire vraiment quelque chose. Alors Biden, vous avez vu qu'il se défend dans son interview à CNN, il dit tous les matins j'ai des tests cognitifs, tous les matins.
Mais est-ce suffisant? Je ne suis pas sûr. Alors Sébastien Ménard, justement, et pourquoi il se retire pas? On a envie de savoir aussi, à un moment donné. Il se retire pas parce que le niveau d'engagement est tel. Et il y a l'engagement politique, il y a l'engagement militant, il y a l'engagement financier, il y a l'engagement narratif. Voilà. C'est extrêmement difficile. Et puis quelque part, c'est aussi quel désaveu pour l'une des composantes politiques les plus influentes du monde, parce que son parti n'est pas un petit parti, c'est un grand parti qui avait largement les moyens de s'organiser et qui avait aussi probablement une offre alternative à la candidature du président sortant. Offre alternative qu'ils n'ont même pas initiée. Il est extrêmement difficile pour une personne âgée. Prenons l'exemple très profane, un permis de conduire, une personne âgée, vous essayez de lui démontrer qu'elle n'est plus en état de conduire. C'est très dur de la convaincre. Imaginez ce président Biden qui doit se soumettre à des tests un peu humiliants finalement, et qui ne peut pas admettre qu'il n'est plus en état pour présider. C'est dramatique. Alors attendez, Félix. Alors il y a ce fameux extrait du débat qu'on a entendu tout à l'heure où Joe Biden tente de défendre sa politique migratoire et où Donald Trump lui répond en somme, j'ai pas compris ce qu'il dit, je crois que lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. J'en appelle aux anglophones qui nous écoutent ou qui sont avec nous en studio. Est-ce qu'on comprend vraiment pas ce que nous dit Joe Biden sur la politique migratoire? On y va. Alors on écoute. Non, relative what... Ça va. Non, c'est exagéré, on comprend quand même. Alors on comprend parce qu'il appuie le trait, mais je voudrais quand même dire une chose par rapport à ce que dit Philippe sur Joe Biden. Joe Biden, c'est un roué, c'est vraiment un seigneur de la politique. Ça a d'ailleurs été, c'est Battling Joe. Ça a d'ailleurs été un très grand débatteur, Joe Biden. Joe Biden, il se retire pas non plus parce que il n'a eu de cesse pendant 4 ans de squeezer et de castrer complètement ses successeurs possibles. Joe Biden voulait... Breaking news, attention. Nous avons notre invité Jean-Éric Brana, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 2 Assas, auteur d'une biographie de Joe Biden, mais aussi de Kamala Harris, l'Amérique du futur, qui nous rejoint, Félix. Alors, bonsoir Jean-Éric Brana. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Est-ce que vous pensez qu'il peut lever les doutes ce soir sur ses capacités au cours de cette conférence de presse, Joe Biden ? Écoutez, toute la presse américaine lui met une pression incroyable, puisque c'est vrai que ce soir, il doit être bon, il doit être en forme, il doit montrer qu'il n'est pas si vieux que ça et que finalement, il peut tenir le monde au bout de ses bras, puisqu'il a dit lui-même qu'il gouvernait le monde. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, et on voit les images à la télé depuis tout à l'heure, il est souriant, il est bronzé, il est dans un costume bleu qui lui donne un meilleur éclat que le soir du débat. Mais malgré tout, même si ça se passe bien ce soir, malheureusement, c'est dans les têtes. Quelque chose s'est cassé le soir du débat. Les 2 semaines qui viennent de se passer ont suscité un vent mauvais qui a soufflé sur sa campagne. Et on nous explique que Hakeem Jeffries, qui est le futur président de la Chambre, si jamais les démocrates devaient reprendre la Chambre, va apporter ce soir ou demain les doléances des démocrates qui sont très inquiets, voire très en colère par rapport à cette campagne qui continue. Donc je pense que en réalité, cette prestation ce soir ne va rien changer. Et que Joe Biden va devoir donner des gages et encore des gages. Et ça va continuer tant qu'il restera en place, avec le risque qu'à un moment ou à un autre, il chute, il hésite, il a des problèmes, et que ça remette une pièce dans la machine. Jean-Éric, moi j'ai quand même une question. Je disais avant qu'on vous retrouve à l'antenne qu'il y a quand même quelque chose de très dur chez Joe Biden. C'est pas ce gentil papy, c'est un débatteur très rugueux, c'est un très grand homme politique. Il a eu quand même une volonté de couper la tête à tous les successeurs possibles, et notamment Kamala Harris. C'est-à-dire que il n'a pas fait exister Kamala Harris pendant les 4 ans ou les 3 ans de son mandat. Et maintenant, les démocrates payent cher cela. Parce qu'elle est brillante, Kamala Harris. Très brillante. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Éric ? Il a tué aussi les successeurs, Joe Biden. Moi, je suis en désaccord avec ça parce que, en réalité, c'est vrai qu'il y a eu un courant anti-Kamala Harris qui n'est pas venu de Joe Biden, qui est venu d'abord du camp des démocrates. Oui. Et qui s'est pardon. Mais il a laissé faire, Jean-Éric. Il a laissé faire. Il aurait pu la protéger, la faire. Non. En politique, chacun est dans son couloir. Lui, il était président et
l'exécutif. Kamala Harris, elle n'était pas dans l'exécutif, elle était vice-présidente avec un rôle très particulier qui est d'être en... On a du mal à vous entendre. N'essayez de pas trop bouger, s'il vous plaît, Jean-Éric, parce que ça décroche et on aimerait bien vous écouter oui, que ce soit audible. Allez-y. Je dis, Kamala Harris, elle a existé particulièrement au Sénat, puisque rappelons que d'après la Constitution, elle est présidente du Sénat. Bien sûr. Et elle a fait passer des lois très importantes, les lois du mandat Joe Biden. Chacun était dans son couloir. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça n'a pas été présenté au public de cette façon-là. Et c'est vrai que les attaques contre Kamala Harris ont été extrêmement dures, sévères, avec des mélanges. Il faut quand même le dire. Quand on entend qu'elle est en charge de la frontière, c'est une confusion énorme, puisqu'elle n'était pas en charge de la frontière, n'étant pas dans l'exécutif, mais elle était en charge d'une réflexion politique pour essayer de trouver des sources de l'immigration. Il est vraiment très différent. Bon, mais juste Jean-Éric, un mot de Philippe Bilger pour conclure. Jean-Éric Brana, imaginons que Joe Biden soit obligé de jeter l'éponge. Qui verriez-vous de plus plausible pour prendre la relève? Oh, écoutez, là c'est trop tard pour qu'il y ait 10 000 personnes. Il n'y en aura qu'une, c'est Kamala Harris qui sera candidate. On a entendu parler de Michelle Obama aussi, hein, si je peux me permettre. Non, c'est du fantasme de journaliste. Elle a été candidate, qui a été testée sur sa popularité, qui est très grande, c'est vrai, mais elle est candidate et elle ne l'a jamais été. Non, c'est Kamala Harris qui aurait... d'abord, elle est déjà sur le ticket, donc elle est déjà en campagne. Et puis, c'est la seule qui peut ramasser la caisse, 240 millions quand même, qui appartient déjà aux démocrates, et qui pourrait donc continuer cette campagne. Et une femme présidente de la République des États-Unis, ça serait magnifique. Merci Jean-Éric Brana. On rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris de Assas, auteur d'une biographie de Joe Biden, mais aussi de Kamala Harris, l'Amérique du futur. Merci Félix. Avec plaisir. C'était un grand plaisir. Vous restez avec nous, parce que dans un instant, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Merci d'avoir choisi les vraies voix. Vous êtes bien sur Sud Radio. On entend Françoise Degois. Vous savez que vous êtes sur Sud Radio parce que c'est le souk en fait. Voilà. C'est ça. Alors ça serait bien que ça ne le soit pas pour que nos auditeurs restent avec nous, même s'ils restent avec nous, les auditeurs de Sud Radio. Alors là, c'est l'heure du tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Nous commençons par Philippe Bilger. Philippe Bilger, Emmanuel Macron, mauvais joueur selon Libération. Oui, j'ai bien aimé le titre de ce quotidien que je ne lis plus tous les jours. Mais à une certaine époque, je l'aimais beaucoup. Il était imprévisible. Il est devenu terriblement prévisible. Et le titre de ce matin, c'était mauvais joueur. Alors, comment dire il n'y avait pas 1000 solutions politiques pour le président de la République, et je pense que celle qu'il propose dans sa lettre, elle n'est pas complètement absurde. Elle consiste à dire que le Front républicain doit trouver en réalité une entente au sein de l'Assemblée nationale. C'est pas cela qui fait que je le considère comme un mauvais joueur. Tout de même, il se place en surplomb et il a l'air d'oublier qu'il est le responsable de son ouvrage dont il espérait une clarification et qui a en réalité une terrible complexité et complication. Et donc, je n'aime pas ce sentiment qu'il a de laisser entendre qu'en réalité, il n'est pas responsable du désastre qu'il a créé et que ce sont aux autres qui en sont victimes d'en réparer les effets. Alors, je distingue bien, et la lettre ne me paraît pas le meilleur moyen pour assumer sa responsabilité. La lettre aux Français, au moment où il est parti, c'est une sorte de manière un petit peu lâche, au fond, d'envoyer un message qui n'est pas adressé profondément aux Français, mais aux médias et à la classe politique, et qui, une lettre, n'appelle pas de réplique immédiate.
s'il avait été confronté à des journalistes pugnaces, ça peut exister, eh bien, il aurait été beaucoup plus difficile de justifier son point de vue dans un entretien télévisuel. Alors cette lettre, tout particulièrement, on va y revenir dans notre grand débat du coup de projecteur dans un instant, mais Sébastien Ménard, je sens que vous avez envie de répondre à Philippe Bilger, je ne sais pas pourquoi. Parce que là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Philippe, c'est que on peut lui reprocher tout, et le contraire de tout, et il n'y a absolument aucun problème avec cela. Vous le savez, je suis de ceux qui n'étaient pas d'accord parmi ses proches avec ce processus de dissolution. La France n'en avait nécessairement pas besoin et le timing était particulièrement très mal choisi. Modulo évidemment les obstructions budgétaires qu'on aurait connues à l'automne. Mais moi je suis pas du tout d'accord parce que je pense au contraire qu'il est responsable de tout. On en a souvent parlé ici, il est responsable de ce qu'il a pu faire de bien, parce qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui ont pu être parfaitement bien adressées depuis 2017, et puis il a toujours été responsable de tout ce qui déconnait, de tout ce qui ne fonctionnait pas. Donc là, pour le coup, il est responsable de la dissolution, il est aussi responsable, comme l'a dit le président Larcher ce matin, il est responsable devant la représentation nationale, devant les Françaises et les Français, pour trouver une solution. Donc moi je ne le trouve pas irresponsable, je ne le vois pas en train de se défausser sur les uns et sur les autres. Non, il va prendre sa responsabilité de chef de l'État, de celui qui est le garant de nos institutions, il va le faire. Par contre, à un moment donné, là où on pourra peut-être s'accorder ensemble à dire, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Alors je sais très bien que Françoise va me dire qu'on ne fait pas à gauche n'importe quoi, n'importe comment, et que la Macronie, la droite, le monde entier a perdu les élections dimanche dernier et que eux ont une réponse à apporter et que le président de la République doit se saisir de cette réponse. Est-ce que cette réponse est adaptée ou pas? Il y aura débat. Mais en tout cas, moi je peux vous dire qu'il est responsable. Il est responsable de ce qui se passe et il sera responsable de la solution, quelle qu'elle soit. Et Françoise de Gois, responsable face à l'histoire surtout. Oui. Je sais, Françoise. On est d'accord avec ça. Vous allez nous dire effectivement qu'il est mauvais joueur. Mais arrêtez de me dire ce que je vais vous dire. Soyez sympathique. Excusez-moi, Madame la Baronne. Pardon. Non, mais c'est pas la Baronne. Mais vous me dites, vous savez pas ce que je vais vous dire. Non, mais peut-être attendez la fin de ma question. Vous comprendrez pourquoi je l'ai construite comme ça. Parce que je suis quelqu'un de construit. Oui, moi aussi. Voilà, très bien. C'est parfait. Alors, Sandrine Rousseau. Et donc, allez-y. Oui, Françoise, je voulais, parce que ça m'intéressait venant de vous, vous voyez, parce que j'ai beaucoup de considération pour vous. Moi aussi. Est-ce qu'il est joueur? Pour moi, oui, je le sais bien, Ça, je le sais bien, c'est pour ça que je l'ai pas relevé. Oui, je pense qu'il est gambler. Est-ce qu'il est joueur? Bien sûr, c'est un gambler. Ouais. D'ailleurs, c'est ça le problème qu'on a avec Emmanuel Macron. Il joue, en fait, je vois bien le portrait merveilleux que Sébastien Ménard dresse d'Emmanuel Macron, un homme responsable. Il est joueur. Et je trouve que la une de Libé, je rejoins complètement Philippe, elle est malheureusement extrêmement pertinente. C'est un joueur dans le mauvais sens du terme. Et c'est un mauvais joueur parce que il a perdu. Non mais, je vais vous dire, très concrètement, sa majorité est défaite à 3 reprises depuis le 9 juin. D'abord, il est défait en 2022, en majorité relative. Et il est défait le 9 juin aux européennes, d'une façon magistrale. C'est une claque magistrale à peine, 14. Il est défait pour le premier tour. Il est défait pour le second tour. Moi, je veux bien qu'on dise que le soleil se lève à l'ouest et que la lune... C'est la classe politique qui est défaite. Non, arrêtez avec ce cinéma de la classe politique. Regardez les européennes, vous étiez où aux européennes? Aux européennes, vous êtes dans les choux. Mais non, on n'est pas dans les choux. Vous êtes dans les choux. Est-ce que je peux terminer, Sébastien Ménard? Je sais bien que vous ne le supportez pas, mais il y en a marre de ce cinéma. Allez-y, Françoise. Il y en a marre de cinéma. Si Marine Le Pen si Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon étaient président de la République, qui se permettait d'envoyer une lettre comme cela après le résultat de dimanche, que Renaissance arrivait en tête assez largement en nombre de sièges, eh bien j'aimerais entendre Sébastien Ménard ou j'aimerais entendre Philippe Bilger ne pas hurler à la dictature. S'ils avaient eu le malheur d'écrire cette lettre sans queue ni tête, personne n'a gagné. Allez. Vous seriez vent debout. C'est pas la dictature. Arrêtez, vous seriez vent debout et vous auriez raison de l'être et je vous soutiendrai dans un pays normal. Ouais.
ce président est un joueur. Il a intérêt de se ressaisir parce que on va mal terminer. Vous voyez que ma question avait du sens. J'en suis très content de l'avoir posée. Voilà, on va changer un peu de sujet. Je l'adore. Un peu de légèreté. Oh là là. Vous, Sébastien Ménard, vous avez envie de nous parler d'un lieu incroyable où il y a une énorme fête. Ouais, moi je vais vous parler en fait de la référence française, européenne, mondiale des grands rassemblements. Planétaire aussi. Planétaire, des grands rassemblements festifs. Alors on va parler du réveil du roi Léon. Je vous donne un indice. Un deuxième indice, je vous donne on jette 3 clés. Oui, mais vous êtes 3 quartiers. Vous êtes basque. Bah oui. Et alors il y a quoi en ce moment? C'est les fêtes de Bayonne. Bah voilà, les fêtes de Bayonne. Donc les fêtes de Bayonne ont démarré. Les fêtes de Bayonne, c'est à la fois la grande fête des enfants, on l'oublie souvent parce qu'on voit souvent des gens danser, picoler, etc. Mais c'est d'abord la fête des enfants. Moi, j'ai vu tout à l'heure une photo de ma petite fille Ava Victoire, qui était avec ses copains de l'école maternelle en train de festoyer, de courir dans les rues de Bayonne. Et c'est tout ça, c'est plutôt sympa. Vous n'êtes pas trop triste d'être avec nous là, Sébastien Ménard? Et je vais vous quitter tout à l'heure. Voilà. Et on a un record à battre cette année au Pays Basque, puisque l'année dernière, on a accueilli en 5 jours 1 300 000 personnes. Je pense qu'on atteindra le 1 500 000 personnes dans les heures qui viennent. Voilà, donc c'est un vrai moment de partage, un vrai moment de fraternité, un vrai moment de concorde. On en a bien besoin dans notre pays. Donc je vous invite, si vous souhaitez participer, on ne parle pas de festivalier. Vous prenez le billet d'avion en charge. Ouais. Je vous invite, mon cher Frédéric. Voilà, pour toutes les infidélités radiophoniques que j'ai pu vous faire. Ça c'est talentueux. Voilà. Faites la fête en rouge et blanc. Venez visiter le Pays Basque. Il y a encore de la place pour beaucoup de monde. Au moins 200 000 personnes. En ce magnifique week-end du 14 juillet. Non, c'est grandiose. L'essentiel, c'est quoi de ces fêtes? Mais c'est on boit, on chante, on danse avec des petits bars qui sont ouverts, des petits bars éphémères. Il y a les bandas. Et on refait le monde et on s'éclate. Allez, dans un instant, la suite du tour de table de l'actu des vraies voix avec notre chère Françoise Degois, ça rime en prime. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons. Les vraies voix de l'été, Sud Radio continue avec la suite du tour de l'actu des vraies voix. Et on passe à vous, chère Françoise. Ouais. Vous allez nous parler de duo, de duel. Oui, alors je voudrais... Et sport un peu, hein. Sport, pas simplement. C'est-à-dire que vraiment chacun, vous allez pouvoir partager. Moi, je suis très heureuse de ce qui se passe en cyclisme parce que je trouvais que c'était un désert avec des dominations très fortes de Lance Armstrong. Et là, jaillit ce que nous aimons le plus en fait au monde, c'est-à-dire les duels mythiques. Avec Pogačar bien sûr et Vingegaard, Vingegaard, avec ses deux tempéraments tout à fait différents, avec quelqu'un qui est beaucoup plus lutin, ludique, ça c'est Pogačar, et puis Vingegaard qui est beaucoup plus réfléchi. Et je trouve que ça transcende véritablement le sport. La photo finish d'hier, elle dit tout de ce que va être dans les années qui viennent l'affrontement de ces deux. C'est magnifique, c'est des géants. C'est à quoi, 1/2 millimètre? Vous êtes un spécialiste du cyclisme, mais il y avait un pneu. C'est extrêmement puissant. Ça me fait penser bien sûr Nadal, Federer. C'est Nadal explosif, Federer entièrement en finesse. Je suis frappé de voir à quel point le sport se nourrit et la légende et la mystique et la mythique du sport se nourrissent de Messi, Ronaldo. Ronaldo, buteur génial, Messi, stratège génial, distributeur de jeux incroyable. Et donc ça me rend extrêmement heureuse parce que je trouve que d'un seul coup on arrive à capter ces métasportifs. Voilà, c'est-à-dire que si je vois Pogačar et Vingegaard, je connais peut-être pas grand-chose au cyclisme, mais je vois ce combat de deux géants et je pense que ça draine beaucoup plus de gens. On peut trouver ça dans tout un tas de domaines. Si vous aimez Camus, est-ce que vous aimez Sartre? Personnellement, non. Moi, j'aime Camus et j'ai beaucoup plus de mal avec ça. Ça marche avec Laurel Hardy. Et ça marche aussi avec le non, mais ça marche avec le camembert et le brie. Non, mais je veux dire, non. Je veux dire par là que la dualité est toujours facteur inhérente à la vie. De puissance de sentiment. Est-ce que je peux provoquer ma Françoise encore? Moi, je sais que ce que je vais vous dire, ça va vous énerver. Va vous plaire. Il y a le plus beau des duos, des duels, c'est aussi un duel cycliste, c'est Coppi-Bartali en Italie. Bien sûr. Alors, mais ça, vous avez absolument raison. Alors, d'accord, ça c'est magnifique. Après, c'est une époque que je connais moins, mais ça fonctionne. Pourquoi j'aime tellement le sport? Parce que c'est la politique, le sport. Et
Et la politique est du sport, c'est un sport de combat. En fait, c'est psychologique. Quand vous avez Mitterrand-Giscard, c'est un duel, c'est vraiment... Mitterrand-De Gaulle, c'est un duel, c'est puissant. Chirac-Giscard, c'est puissant. Quand vous avez le duel des enfants de Mitterrand qui se déchirent pendant 10 ans, Jospin, Fabius, c'est un combat. Et je trouve que c'est magnifique. Là où vous avez totalement raison, François, c'est... moi, j'aime bien ces duos, ces duels, où il y a une admiration réciproque, mais où tout de même, peu à peu, l'un domine l'autre. Je pense à Alain Prost, Sénat, par exemple. Oui, c'est vrai. Bon, après, Sénat n'a pas eu le temps. Oui, mais mais Sénat dominait. Oui, il a pris le leadership, c'est vrai, il avait pris le leader. Quoi qu'appeler le professeur, il était vraiment trop prudent. Et moi, je ne regardais plus les matchs entre Nadal et Federer sur terre battue, parce que Federer était battu à chaque fois et je dormais pas, tu vois. Non, mais je comprends ce que vous dites. Poulidor. Oui, Sébastien Ménard, vous avez un petit exemple, vous, de duo légendaire qui vous a inspiré? Magic Johnson, Michael Jordan. Bien sûr, évidemment. Mais ça, c'est pas une... Ah oui, ils étaient opposés. Ils étaient ensemble dans la Dream Team, dans le basket. C'est la grande époque des Lakers contre la grande époque des Chicago Bulls. Donc, non, ça fait partie... François, les frères Boniface, c'est tout à fait différent. Quelle classe. C'était un sacré duo. Ah non, ça c'est la classe. Mais ça c'est autre chose, ils se combattent pas. Quand vous vous rendez compte à quel point Jacques Chirac et Mitterrand se sont combattus, à quel point finalement c'est François Mitterrand qui fait quasiment, il pousse le vent dans le dos de Jacques Chirac face à Balladur, et à quel point quand François Mitterrand meurt dans sa rue Frédéric Leplay, le premier qui vient c'est Jacques Chirac, et il pleure, il est très ému. Pardon. Bon, voilà. vous savez qu'en sport, il y a une phrase qui est vraiment un gimmick, c'est « Dis-moi qui tu as battu, je te dirai quel champion tu es ». Et finalement, de cette dualité... On peut parler de Mohamed Ali et George Foreman, c'est ça que vous marquez à l'instant présent. Avec ce duel en Afrique absolument dingue. Et en fait, souvent, on se construit dans la dualité, c'est-à-dire que celui qui va nous affronter en face à face et qui apporte une personnalité totalement différente, vous savez qu'en cyclisme, même s'ils ont un peu moins gagné que les grands, mais Pinot et Bardet, les deux, ils n'étaient pas du même niveau s'ils n'étaient pas tous les deux dans la même course. Ils sont indispensables les uns aux autres. Voilà. D'ailleurs, qui a dit vole comme le papillon et pique comme l'abeille? C'est Mohamed Ali. Sting like a bee and float like a butterfly. Non, mais fantastique en fait. Fantastique. Ouais. Alors, le coup de projecteur, c'est dans un instant, chers amis, à 18h40 précisément. Emmanuel Macron a publié hier une lettre dans la presse quotidienne régionale dans laquelle il appelle les forces politiques républicaines à bâtir une majorité solide. Selon lui, les Français ont choisi le Front républicain et les forces politiques doivent concrétiser ce choix. Le président affirme qu'aucun groupe politique ne s'est imposé majoritairement lors des législatives. Alors #législative, la question c'est, pensez-vous comme Emmanuel Macron que personne ne l'a emporté? Une voix qui compte pour nous éclairer dans un instant, Raphaël Antoven, philosophe et éditorialiste à Franc-Tireur. Bonsoir Raphaël Antoven. On a une petite question de lancement. Quelqu'un a-t-il gagné, Raphaël Antoven, après les législatives alors? Après les législatives, non, pas encore. La victoire dépendra, c'est ça qui est intéressant, la victoire dépendra de la capacité des uns ou des autres à se coaliser, à s'unir avec d'anciens adversaires. C'est là que la victoire va se jouer. Donc c'est marrant parce que c'est pas une victoire sur le tapis, c'est pas une victoire au finish, ça va être une victoire au calcul. Et ben voilà. C'est à qui comptera le mieux. Et en plus, vous aviez compris, mais je n'en doutais pas, la nuance de la question, ça nous allège. Eh bien, nos auditeurs, eux, disent que non, personne ne l'a emporté, sachez-le, à 65% sur notre compte X. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 et à voter. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice. Vraies voix de l'été, Sud Radio sont avec vous, chers auditeurs. On est avec Philippe Bilger. Avec Françoise Degois. Et Sébastien Ménard. Dans une lettre publiée dans la presse quotidienne régionale hier, Emmanuel Macron, en déplacement à Washington pour le sommet de l'OTAN, a demandé aux forces politiques de se reconnaissant dans les institutions républicaines de bâtir une majorité solide. Le président ne précise pas lesquels seront amenés à construire cette majorité, mais il exclut la participation du RN et une partie au moins de LFI pour ce projet, en ajoutant que les Français ont choisi par les urnes le Front républicain. Les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. Parlons vrai.
vrai, c'est le principe ici sur Sud Radio. Le RN, le Front Populaire, Ensemble, les LR, tous exhibent leurs forces et revendiquent des responsabilités. Beaucoup se voient à Matignon et pourtant, personne ne détient la majorité absolue. Question pour ce coup de projecteur. Pensez-vous, comme Emmanuel Macron, que personne ne l'a emporté? Et vous votez sur X et vous réagissez au 0826 300 300. Sur X, vous nous dites non à 65%. Raphaël Antoven est notre invité, philosophe et éditorialiste à Franc-Tireur. Dans un instant, nous lui soumettons cette lettre. Je vous en donne juste un petit extrait. Emmanuel Macron dit « Personne ne l'a emporté. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ses compromis avec sérénité et respect de chacun. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine. » Fin de citation. Alors, on lance Philippe Bilger. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une absence de vainqueur clair, Philippe? Je ne crois pas. Alors, je me réfugie derrière le grand politologue ou analyste politique qui était Brice Teinturier, qui, le lendemain du 7 juillet, le 8 juillet, a indiqué que on savait au moins qui avait perdu. Et il considérait que le macronisme était le camp qui avait le plus perdu et qu'on avait tort, finalement, de réduire à presque rien la montée des députés du Rassemblement national et la victoire très surprenante du nouveau Front populaire. Mais il me semble qu'à partir du moment où on admet la thèse du président de la République, qui consiste à dire qu'au fond, seul l'intéresse ceux qui ont participé au Front républicain, eh bien, ce qu'il propose dans sa lettre, même si je n'aime pas le procédé qui n'appelle pas de réplique immédiate, est presque, je dirais, incontournable, comme diraient certains aujourd'hui en France, et donc ça n'est pas la solution qu'il propose qui est discutable. C'est cette manière en amont dont il discute un certain nombre de choses, notamment le fait qu'il a été le responsable exclusif du désastre. Alors bon, chacun va évidemment intervenir. Raphaël Antoven, sur la question, pensez-vous, comme Emmanuel Macron, que personne ne l'a emporté déjà? Est-ce qu'on est sûr que, du coup, vu la situation, Emmanuel Macron ne l'a pas un peu emporté quand on se rappelle qu'avant le premier tour, c'était a priori la voie ouverte pour le Rassemblement national? Oui, je suis pas sûr. C'est très intéressant. C'est des défaites comme ça. Franchement, il faut les souhaiter. Il faut se les souhaiter à soi-même. D'abord, avoir 170 députés après 7 années d'exercice du pouvoir, c'est finalement assez honorable. La gauche avait fait moins bien que ça quand elle avait été au pouvoir et qu'ensuite elle avait été confrontée à la cohabitation. D'abord, ça c'est une évidence. Et ensuite, au-delà de toutes ces considérations, au-delà de ces considérations arithmétiques, il y a 170 personnes qui savent ce qu'elles pensent ici et qui savent pourquoi elles se trouvent où elles se trouvent. Il y a vraiment un parti qui émerge là, je trouve. Mais par ailleurs, c'est vraiment 3 tiers. C'est vraiment 3 tiers. Personne ne peut revendiquer la victoire. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, ce sont les gens qui tenaient Macron pour un dictateur parce qu'il osait gouverner avec une majorité relative de 250 députés et qui, ayant 170 députés, en déduisent qu'ils doivent aussitôt appliquer l'intégralité de leur programme aux dépens des 2 tiers de l'Assemblée nationale. Voilà, ça va être un plaisir de parler avec Raphaël Antoven. Cet art de la mauvaise foi, mon cher. Salut Françoise. Laissez-le terminer, Françoise. Je pensais qu'il avait fini. Salut Laissez-le Je pensais qu'il avait fini. On dit bonjour d'abord. Non. Et donc, je finis. Pardon, Raphaël. Je finis et je finis au-delà de ça. Ce qui est intéressant, moi, il y a effectivement 3 tiers, mais il y a 3 tiers dont 2 tiers sont homogènes et connaissent leur identité, connaissent leur champion. Personne ne doute au centre que c'est Attal qui les représente. Personne ne doute à l'extrême droite que c'est Bardella qui les représente. En revanche, pour le nouveau Front populaire, on change de champion chaque semaine. Il y a 2 ensembles qui savent qui ils sont, qui sont homogènes. Et il y en a un qui est un gloubi-boulga,
qui va de Raphaël Arnaud jusqu'à François Hollande, qui est un monde merveilleux, qui est le monde d'une gauche unie. Mais alors c'est pas l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union. On s'en fout. Et bref, qui n'a aucun avenir. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Je finis juste là-dessus. Raphaël, je peux te il faut laisser pas dire se méprendre sur le sens. François, je finis ma phrase et après vous pourrez m'interrompre. Il faut pas se méprendre sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le gonflement artificiel de la gauche telle qu'elle est aujourd'hui est l'occasion de méconnaître le fait que la gauche est aussi morte que la droite dans ce pays et que le seul face-à-face, c'est celui du centre et effectivement de l'extrême droite, c'est-à-dire son antipode. Bon, je vous aime, Raphaël. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes très intelligent, comme toutes ces boussoles qui indiquent le Sud. Ça commence mal. Mais non, mais je vous adore parce que vous vous êtes trompé dans toutes vos anticipations avant, parce que je vous lis avec attention. Vous êtes trompé avant et vous. Dites-moi une fausse prédiction, Françoise. D'abord, je vais vous dire un truc. Moi, je fais partie des gens qui avaient anticipé la victoire de la gauche. Tout le monde est témoin ici, alors que tout le monde l'a donné battue. Donc, parce que je connais peut-être un peu. Mais elle a gagné la gauche, le pays. Oui, bien sûr qu'elle a gagné. Vous savez, je le redis, il y a un premier, un deuxième, un troisième. Si vous n'êtes pas capable autour de cette table, avec Raphaël qui fait de la politique, vous êtes de mauvaise foi. Tais-toi, très intelligemment. Allez-y, François. Sébastien Ménard qui ricane bêtement parce que il ricane comme avec le psittacisme. Voilà, c'est les perroquets depuis dimanche. Personne n'a gagné. Pas d'invective, allez-y, non, mais François. je dis ça gentiment. Quand Raphaël, je le reprends point par point, un groupe homogène de 170, mais enfin les bras m'en tombent. La majorité Macron, elle est battue 3 fois. Elle part en quenouille. Vous avez la moitié de l'aile gauche qui va se barrer pour faire, pour faire son groupe. Vous avez les macronistes de droite, j'en ai un là, ils savent plus où ils crèchent. Vous parlez de Sébastien Ménard. De Sébastien Ménard. Vous savez où nous crêchez. Vous avez 99 députés macronistes, il y en a à peine 60 inscrits. Vous allez m'expliquer que Horizon, c'est où ils crèchent. Vous allez m'expliquer que François Bayrou est particulièrement clair. Je vais vous expliquer je ne vais rien vous expliquer, mais je ne vais rien vous expliquer, François. Il n'y a pas de groupe homogène au centre. Je termine. Il n'y a pas de groupe homogène au centre. Enfin, le fait est qu'ils ont moins de chances d'éclater que le NFP dans la semaine qui vient. Je ne peux pas être mauvais, mais quand même. Rien de ce qui est en train de se passer au sein des négociations. Vous n'y êtes pas. Enfin, la seule différence, c'est que eux, dans une semaine ou dans 6 mois, ils seront toujours là, alors que le nouveau Front Populaire aura un deuxième voix. Je vais t'émettre si je suis en minorité, après je me tais. Je termine. On respecte la voix de chacun. Je respecte, je réponds à Raphaël en expliquant que c'est très calme. Raphaël, le problème que vous avez avec votre ami Emmanuel Macron et avec beaucoup de gens. Mon ami Emmanuel Macron. Ou pas votre ami. Le problème, c'est que vous sous-estimez complètement en permanence la capacité de la gauche à s'unir. Vous l'avez sous-estimé une fois. Ça, c'est vrai. Voilà. Je peux lui rendre raison, là. Je peux prendre la parole pour lui donner raison. S'il vous plaît. Attendez. Stop. C'est vrai. Attendez, Raphaël. Juste un mot, parce que Sébastien Ménard souhaitait répondre. Donc, et après, je reviens vers vous, Raphaël. Sébastien Ménard. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. S'il vous plaît, François. Merci, Sébastien Ménard. Moi, je souhaiterais dire tout simplement que moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une majorité claire qui se dessine au soir du deuxième tour. Il n'y a pas de majorité. Donc, gagner les élections législatives sous la Ve République, c'est pas moi qui l'invente, hein, donc je suis pas là pour réinterpréter l'histoire de France. C'est ceux qui gagnent les élections législatives et qui sont capables majoritairement de proposer. Non mais vous n'êtes pas majoritaire, votre gouvernement va tenir 2 heures. Mais pas du tout. Va tenir 2 heures, mais arrêtez. Les macronistes, mais personne va vous gouverner avec vous. Oui, bien sûr. Regardez les déclarations. Attention, regardez les déclarations. T'es au courant de ce qui se passe. Je vais aller au bout. François, s'il vous plaît. Ce n'est pas Françoise de Gois, c'est Françoise de Grasse. Je ne parle pas. Laissez parler Sébastien Ménard. Moi, je ne parle pas au nom de la NUPES, je parle au nom du camp politique de la famille politique qui est la mienne. Voilà. Je vous dis simplement, je vous dis simplement que même les plus à gauche d'entre nous ne soutiennent pas les plus à gauche d'entre nous ne soutiennent pas la NUPES 2.0. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc celles et ceux, pour répondre à la question, parce qu'on est là pour répondre à la question qu'on a posée aux auditeurs, celles et ceux qui ont gagné. Ça c'est très macronien. Ça a été repris par la gauche. Celles et ceux, c'est très macronien. Oui, c'est ça.
Merci, monsieur le philosophe. Merci. Je dis que celles et ceux qui ont gagné les élections sont celles et ceux qui seront susceptibles de présenter une majorité et donc de conduire les affaires du pays de manière, je dirais, convenable et durable. Et ce n'est pas le cas, ma chère Françoise, en l'espèce, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que je peux dire un mot? De donner la parole à Philippe Bilger. Non, Raphaël Enthoven, tout en partageant votre hostilité à l'égard du nouveau Front populaire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ce qu'a dit Françoise de Gois, tout de même d'assez convaincant lorsque vous affirmez que, au fond, le nouveau Front populaire est, dans sa structure nécessairement éclatée, divisé, conjoncturel, contingent, alors que, au fond, on pourrait dire aussi que le camp du macronisme l'est profondément, avec des rivalités, des tensions qui existent déjà aujourd'hui et qui vont se manifester encore davantage demain. Et même est-ce que je peux répondre est-ce que je peux vous répondre et même au sein du Rassemblement national, il y a probablement des germes de dissentiments qui vont s'extérioriser avec Bardella, Marine Le Pen et la suite. Donc, est-ce que vous n'avez pas un petit peu surestimé les facultés d'homogénéité des deux camps que Raphaël Enthoven. Alors, je vous réponds sur les deux points. D'abord, il faut observer que historiquement, personne ne pourra me contredire, du Front populaire, le vrai, 1936, jusqu'à la gauche plurielle, en passant par le programme commun, chaque fois que la gauche a su s'unir pour l'emporter, c'était sous l'égide d'un projet réformiste, socialiste ou social-démocrate, même s'il ne le disait pas ouvertement. Ça ne s'est jamais fait sous la houlette d'une gauche radicale. Parce qu'une gauche radicale, et ce qui se passe en Angleterre en témoigne, une gauche unie sous un front social-démocrate a toutes ses chances aux élections, une gauche unie derrière une gauche radicale, à mon avis, n'a aucune chance. Et c'est ceci qui grève considérablement le Front populaire. Outre que le nouveau Front populaire est un vélo monté à l'envers sur des questions aussi importantes que Israël, l'Ukraine ou bien le nucléaire. Ce n'est pas rien. Tandis que, alors, je vous accorde qu'il y a des courants, des tensions, etc., dans la Macronie, comme on dit. Mais force est de constater que, au centre comme au Rassemblement national, dans les deux cas, personne ne doute du champion qui les représente, ce n'est pas un hasard. Et deuxièmement, au centre lui-même, puisque c'est de lui qu'on parle, il y a des gens europhiles, républicains, libéraux. Il y a plus de convergence que de divergences possibles. J'en veux pour preuve, mais et on qui conclura là-dessus, Raphaël, et on conclura là-dessus. Je conclurai là-dessus. Ouais. J'en veux pour preuve que le nouveau Front populaire va très vraisemblablement imploser dans les jours qui viennent. Je doute que ce soit le cas du centre. Eh bien voilà, ça sera la conclusion. C'était passionnant. Est-ce qu'on peut souhaiter de bonnes vacances à Françoise Degois et à Philippe Bilger? Oui, ça y est. C'est bien les vacances, Françoise. Ça va lui faire du bien, cher Raphaël Enthoven, les vacances. C'est important. C'est important les vacances. aussi parce qu'on a beaucoup travaillé. Alors c'est pour ça. Merci Sébastien Ménard aussi. Vous êtes philosophe et éditorialiste à Franc-Tireur. Et qu'on aime pratiquer la dispute républicaine avec Raphaël Enthoven. Et c'est ce qu'on aime sur Sud Radio. Parlons vrai. Allez, portez-vous bien. Merci les vraies voix. Merci Raphaël Enthoven. Salut. Gestion qu'on retrouve. Thomas Billet pour la gestion du patrimoine. Et ben voilà, c'est parti.